Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il est 8h26, on est pile à l'heure, c'est formidable. Et je vois déjà dans mon écran le cher François Bousquet. François, comment allez-vous? Très bien, merci Nicolas, et vous? J'ai une humeur estivale, voyez-vous, cher François Bousquet. Voilà, et j'imagine que vous, c'est pareil. Mais ce matin, vous avez eu une humeur primesautière, même pas d'un peu d'émeutier, hein, bien entendu, parce que vous allez nous parler de Jean-Luc Mélenchon, chef émeutier et commandeur de croyants. Et vous avez des infos, des scoops, parce que vous nous dites que Jean-Luc Mélenchon se lève tous les jours du pied gauche, bien entendu. Et c'est sûrement pour la raison pour laquelle il passe son temps à insulter tout ce qui est à sa droite. Donc ce matin, François Bousquet, Jean-Luc Mélenchon, chef émeutier et commandeur des croyants. Des croyants, oui. Jean-Luc Mélenchon a tout essayé pour conquérir le pouvoir. Le trotskisme, le mitterrandisme, le jospinisme, l'écriture inclusive, le populisme et même la famille Traoré. À la longue, on s'y perd. Entre d'un côté le sénateur socialiste de l'Essonne, installé dans son fauteuil en cuir, et de l'autre le tribun vénézuélien en pétard. Entre le franc-maçon laïcard et le chef émeutier qui joue au commandeur des croyants. Cherchez l'erreur. Prenez par exemple la France insoumise. En 2017, le mouvement lancé par Jean-Luc Mélenchon ressemblait à une auberge hispano-sud-américaine, bref, un scénario de Hugo Chavez dans un film de Cédric Clapiche. C'était une sorte d'Erasmus sous les tropiques. Ça donnait à LFI le charme des choses exotiques et des planètes lointaines. Mélenchon se déhanchait sur des rythmes latinos, important en France le populisme péroniste, ni droite ni gauche, du philosophe argentin Ernesto Laclau, le zapatisme tropical des Indignados, et la voix éraillée de Raquel Garrido, prête à se jeter dans les bras d'Alexis Corbière. LFI accomplissait l'improbable synthèse du bonnet phrygien et du bonnet péruvien avec l'hologramme de Mélenchon qui jouait un son et lumière intitulé Chavez sur scène. Les révolutions bolivariennes retrouvaient une seconde vie à la manière des objets recyclés. Et on imprimait l'effigie du Che, Mélenchon, sur du papier recyclé dans des imprimeries colcosiennes pendant que les vélos électriques dessinaient l'avenir radieux de la circulation urbaine. Bref, aucune émeute à l'horizon. Tous les espoirs étaient permis, le populisme n'était alors pas un gros mot pour Jean-Luc Mélenchon, mais une stratégie ambitieuse qui devait le conduire au second tour en 2017. Mais patatras. Il n'a été que le troisième homme qui n'est jamais que l'homme en trop dans ce duel à deux qui est une présidentielle. Exit donc le populisme. Inévitablement, Mélenchon ne pouvait que retomber dans ses ornières, son gauchisme tapageur et ses tentations autocratiques, car on ne se refait pas à son âge. Sur le papier, LFI était un mouvement ni vertical, ni horizontal, mais gazeux, selon le charabia de son chef qui aspirait moins à jouer aux leaders maximaux qu'aux leaders minimaux. Mais le leader maximaux trépignait d'en découdre. Il a ainsi rapidement vampirisé un mouvement qui ne manquait pourtant pas de têtes connues et de têtes d'affiche, les Corbière et autres coquerelles. Mais à LFI, ces têtes comptent pour rien. Il n'y a pas de place ici pour un numéro 2. Il n'y a que des numéros 3 ou 4 ou 5. Nul dauphin. Un jour, c'est François Ruffin qui est mis en avant, un autre Manuel Bompard, un autre encore Adrien Quatennens. Bref, divisé pour mieux régner. Ainsi fonctionne Mélenchon et son mouvement qui ressemble de plus en plus à une secte d'extrême gauche, distribuant les éléments de langage à recracher, ou plutôt à cracher devant les caméras, sur la police raciale, sur la violence d'État, sur les discriminations systémiques et structurelles. Sur tous ces sujets, c'est Mélenchon qui donne le ton. Comment? En tweetant. Exactement comme Trump à la Maison-Blanche, Moïse sur le Sinaï et le mandat Rome dans sa capsule spatiale. Amusez-vous à consulter le fil Twitter du chef des Insoumis. 2,6 millions d'abonnés. Pas un tweet qui ne soit insultant, accusatoire et menaçant comme la guillotine. Ignoble le Front républicain contre lui, ignoble le journalisme voyou, ignoble Hitler, Pétain, Macron, Marine, tous dans le même sac et tous ligués contre lui. C'est détonnant. Mais c'est encore plus étonnant, car Mélenchon va désormais chercher ses références dans le camp du mal. Donald Trump, qui est manifestement son modèle, parce que lui aussi clive tout autant. Et Carl Schmitt, le grand théoricien de la dialectique de l'ami et de l'ennemi, son mentor philosophique, manifestement, très à droite, parce que lui aussi conflictualise tout. Bref, le contraire du RN, de sa stratégie, de la cravate passe-partout, de la chemise à carreaux et du chignon propre. Lui, Mélenchon, c'est la stratégie du clash, seul contre tous. Elle a fonctionné pour Trump, mais Trump avait et a encore un peuple derrière lui. Pas Mélenchon. Lui n'a ni peuple historique, ni masse prolétarienne. À la limite seulement des babes tout fragiles et des masses lumpen prolétarisées du nom que Karl Marx a donné aux voyous, comme par exemple la famille Traoré.
Si c'est ça l'avenir du gauchisme, je parle des Traoré, alors LFI a du souci à se faire. Les Traoré, c'est les Dalton dans une famille polygame. 17 frères et sœurs, dont certains avec un casier judiciaire gros comme un fourgon blindé percé au lance-roquettes, avec au-dessus Hassan Traoré dans le rôle de Ma Dalton, veillant au grain familial. Sans oublier chez elle un petit côté, vengeance à froid, de la Vénus autantante. Ne nous en déplaise, la réflexion stratégique a toujours été plus poussée à gauche qu'à droite. Mais curieusement, elle n'a jamais été le fort de Mélenchon. Lui, c'est un politicard, en quête d'opportunités. Il en a vu une dans les banlieues, il s'y est engouffré, sans scrupule, sans nuance, avec son tropisme idéologique, car dans la mentalité révolutionnaire, il y a toujours une prime à la surenchère. Seuls les fanatiques l'emportent. De ce point de vue, la stratégie de LFI est cohérente. Elle a certes échoué à porter Jean-Luc Mélenchon au second tour en 2022, mais c'est la ligne qu'il a posée après 2017 et à laquelle il se tient jusqu'à sa prochaine foucade. Cette ligne, c'est la créolisation. Problème, la créolisation ne fait pas encore une majorité électorale, même s'il y a chez Mélenchon, de fait, un pari démographique. La créolisation, aujourd'hui, c'est la quadrature du cercle. Comment faire cohabiter l'ex-CCIF et les LGBT? Comment réussir la jonction entre des intellos précaires surdiplômés qui jouent à Gavroche en mode Netflix et des émeutiers de 14 ans qui tapent sur tout ce qui bouge, même sur Carlos Bartens Belango, pourtant député LFI d'origine centrafricaine. En gros, comment jumeler la Seine-Saint-Denis, la Mecque, le canal Saint-Martin, le fleuve Congo et France Inter? Autrement dit, la France de demain, certes pas la mienne, mais celle de l'imam Iqiyoussem et de Jean-Luc Mélenchon. Il y a entre Mélenchon et les banlieues deux forces qui font logiquement obstruction, autant à lui qu'à LFI. Ce sont les barbus et les narcos, c'est-à-dire le califat et le caïda. Pour le moment, ces deux forces se toisent. L'heure n'est pas encore venue pour la première de soumettre la seconde, mais ça viendra. Pourquoi? Parce que l'opium du peuple sera toujours plus fort que le trafic d'opium tout court. Il sera alors temps pour Mélenchon de redevenir un sénateur socialiste. Eh bien, mon cher François Bousquet, vous avez rhabillé Jean-Luc Mélenchon pour l'hiver. En tout cas, une très, très bonne chronique, bien sûr, à réécouter. Et quelle est l'actualité d'Éléments, cher François Bousquet? Encore une quinzaine de jours en kiosque, notre numéro sur le grand dérèglement, les trans, et puis après, ce sera le numéro d'été sur les imposteurs, les 501 imposteurs que nous devons impérativement dégager à travers 36 familles d'imposteurs. Ben vous avez dû choisir, le choix a dû être difficile, hein, j'imagine. Le choix a dû être dit très difficile à la rédaction d'Éléments. Mais voilà. La liste est incomplète. Même si oui. On imagine en tout cas, alors lisez, jetez-vous sur Éléments pour ceux qui pourront partir en vacances, bien entendu, et pour les autres, achetez Éléments et suivez ça, bien entendu. Vous êtes donc rédacteur en chef de la revue Éléments et vous êtes directeur de la Nouvelle Librairie. Merci François, passez une excellente journée. À très bientôt.